Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anti-Sèche. Aujourd'hui, nous allons lever les yeux vers le ciel. Avec le soleil, la lune est l'astre qui nous est le plus familier. Mais fixer le soleil nous rend aveugles, alors que contempler la lune nous rend juste mélancoliques. C'est un astre dont on a eu du mal pendant longtemps à trouver l'origine, et je vais donc vous donner la version qui aujourd'hui est la plus acceptée sur la naissance de la lune. System 1 loaded. La Lune occupe une place très spéciale dans l'imaginaire de l'humanité. La poésie et la littérature en général y sont pour beaucoup. Elle est tantôt synonyme de solitude, tantôt une confidente, tantôt la rêverie, tantôt du romantisme. Parfois même, elle éveille les loups-garous, paraît-il. C'est dire à quel point elle est multitâche. Et comble du comble, elle sait même changer de couleur, c'est ce qu'on appelle la lune rousse ou la lune rouge. Nous allons faire un premier arrêt explication pour voir ensemble pourquoi la lune devient rouge. Comme vous pouvez le voir, la lumière du soleil est d'abord filtrée par notre atmosphère avant d'aller frapper la surface de la lune, et notre atmosphère a tendance à plutôt éparpiller les longueurs d'onde bleues que les rouges. Donc la lumière bleue est éparpillée, la lumière rouge elle continue en ligne droite vers la lune, et lorsqu'elle frappe sa surface, elle nous revient et nous voyons donc la lune en rouge. Et si ce phénomène vous intéresse, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir l'épisode de la chaîne Y penser sur pourquoi le ciel est bleu, je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant on sait pourquoi la lune devient rouge, c'est bien joli, mais on ne sait toujours pas d'où elle vient. Pour vous raconter la naissance de la lune, je dois d'abord vous raconter la jeunesse de notre Terre. À l'époque, notre système solaire n'est pas du tout le mécanisme bien huilé qu'on connaît aujourd'hui. C'était un endroit avec une vingtaine de planètes, des météorites et des astéroïdes partout. C'était un bazar total. Notre planète n'était pas exactement comme elle est aujourd'hui. C'était une boule de roche remplie de supervolcans en éruption avec des lacs de lave gigantesques. C'était quand même très moyennement accueillant. Comme je vous l'ai dit, le système solaire est rempli de cailloux de toute taille qui vont s'écraser sur la Terre pendant des dizaines et des centaines de millions d'années. Et ceux qui ont vu l'épisode sur la disparition des dinosaures savent qu'une météorite qui frappe la Terre à 60 000 km/h, ça a tendance à un peu agiter les volcans du coin. Dans ce gigantesque bazar cosmique, une voisine à nous qui s'appelle Theia, une autre planète plus petite que la Terre, va avoir l'idée de venir nous rendre visite. Ce qui va se passer, c'est que les deux planètes vont se percuter de plein fouet et éjecter dans l'espace une masse de débris énorme. La Terre survivra à l'impact, mais vraisemblablement Theia, elle, a été annihilée. Comme la Terre est toujours là, elle a toujours une force gravitationnelle, ce qui fait qu'une partie de ces débris va rester autour de la Terre et former un ou plusieurs anneaux. Rapidement, ces débris qui tournent autour de notre planète vont s'agglomérer pour former au final la Lune comme on la connaît aujourd'hui. Enfin, comme on la connaît, pas tout à fait, parce qu'à sa naissance, elle était beaucoup plus proche de la Terre, et qu'il faut bien penser que pendant 4,5 milliards d'années, elle a, comme la Terre, été pilonnée d'astéroïdes et de météorites. Mais sans cet accident qui a créé la Lune, la naissance de la vie sur Terre aurait sûrement été très retardée. Il y a quelques petites choses supplémentaires à connaître sur la Lune. La première, c'est que si cette théorie a mis si longtemps à s'imposer, c'est qu'il y avait deux questions à laquelle elle ne répondait pas. La première question découle du fait que même si la composition de la Terre et de la Lune se ressemble, elles divergent suffisamment pour qu'on puisse s'interroger. Eh bien c'est simple, on fait un bond de 4,5 milliards d'années en arrière, et on se souvient qu'on est dans un système solaire totalement chaotique. La Terre et la Lune sont bombardées en permanence, et au bout de quelques milliards d'années, on peut se douter qu'il va y avoir beaucoup d'apports de matière dans chacun des astres. Cette matière venant d'objets différents et de millions d'objets, on comprend bien que forcément les compositions divergent. La seconde vient de sa sécheresse extrême.
Et quand je dis sèche, c'est pas sèche comme sur Terre. Le Sahara à côté de la Lune, c'est une plage de Miami. Sur la Lune, même au niveau moléculaire, on ne trouve pas d'eau. Les seules traces d'eau qu'il y ait, c'est de la glace qu'on trouve dans des cratères, mais qui a été vraisemblablement apportée par des météorites ou des astéroïdes. On peut imaginer que lors de la collision de deux planètes, la chaleur soit tellement incroyable qu'elle vaporise toute forme d'humidité, même au niveau moléculaire. Voilà pourquoi aujourd'hui cette théorie est la plus répandue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Lune a accéléré le processus d'apparition de la vie sur Terre et elle l'a fait de deux façons. La première, en nous servant de bouclier. Il suffit de regarder une image de la Lune pour voir le nombre de cratères qui la constellent. Et tous ces cratères sont des souvenirs d'impact que la Lune a pris à notre place. Quand on voit la taille de certains cratères et qu'on sait ce qu'un caillou de 10 km a fait aux dinosaures, on est quand même content qu'elle ait été là pour les recevoir à notre place. Sans ça, on ne sait même pas combien d'extinctions de masse supplémentaires la Terre aurait dû subir. Là, je demande un temps mort, parce qu'on parle de la Lune comme bouclier pour la Terre, mais en fait, dans le système solaire, on a un bouclier pour tout le système solaire. Ce bouclier, c'est Jupiter. Une planète tellement massive que sa force d'attraction attire tous les objets qui viennent de l'extérieur du système solaire vers l'intérieur et qui pourraient frapper la Terre. Alors certes, elle paraît très loin pour nous protéger, 628 millions de kilomètres. Mais très clairement, sans cette planète, on n'est pas sûr que la Terre sera encore là. Il faut savoir que depuis 2009, donc il n'y a pas très longtemps, des astronomes ont pu observer au moins 3 impacts majeurs sur Jupiter. Et quand je dis impact majeur, je parle de phénomènes bien plus énormes que celui qui a fait disparaître les dinosaures de la Terre. Clairement, la vie sur Terre doit une partie de sa longévité à la présence de Jupiter. Maintenant, revenons à la deuxième chose qu'a fait la Lune pour aider la vie à se développer sur Terre. À sa naissance, la Lune était beaucoup plus proche de nous, 22 000 km contre 386 000 aujourd'hui. Donc, sa force d'attraction sur les marées était d'autant supérieure. Et c'est à ce moment-là, en engendrant des marées gigantesques, qui brassaient le fond des océans et surtout ramenaient des sédiments dans cette bouillie biologique, que la vie a pu démarrer dans ce milieu aquatique enrichi. Sans ces marées gigantesques causées par la Lune, la vie aurait sûrement pris beaucoup de retard dans son démarrage. On sait aussi que la Lune s'éloigne de la Terre à un rythme de 3,8 cm par an. Ça ne paraît pas beaucoup, mais pensez que depuis sa naissance, elle s'est quand même déjà éloignée de 360 000 km. Donc un jour, on ne pourra plus admirer la Lune dans le ciel. Mais ça, c'est dans des millions d'années et il y a quand même toutes les chances qu'il n'y ait plus d'humains avant qu'il n'y ait plus de Lune. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'en levant les yeux, vous la regarderez un petit peu différemment ce soir. Si vous avez aimé, comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à la partager, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode